Le film que vous allez voir est un événement exceptionnel à la télévision. Pour la première fois, des caméras ont pu accompagner pour France 3 l'intégralité d'un procès d'assises de sa préparation à son verdict. Plus de 3000 procès d'assises ont lieu chaque année en France. Ici, un tribunal va juger un crime passionnel. Une affaire criminelle qui aura bouleversé le cours de plusieurs vies, une affaire parmi tant d'autres que doit traiter la justice française au quotidien. Il y a 3 ans, dans un petit village du nord de la France, un père de famille sans histoire est retrouvé mort, carbonisé dans sa voiture. Sa mort tragique laisse derrière lui une veuve et 3 orphelines. 3 mois plus tard, Jean-Léon Cazier, un petit garagiste sans passé judiciaire, est incarcéré, soupçonné d'avoir brûlé vif Sergentier. Après 3 années passées en prison préventive, Jean-Léon Cazier comparaît devant la cour d'assises d'Amiens pour répondre du meurtre avec préméditation de Sergentier. Dans les coulisses du tribunal et pendant les 30 heures d'audience, nos caméras ont filmé le travail de tous ceux qui ont la lourde charge de rendre la justice. Monsieur Cazier, levez-vous, je vous prie. L'accusé a-t-il tué parce qu'il était un mari trompé? Sa femme dit-elle vraiment toute la vérité? Jean-Léon Cazier reconnaît être l'auteur du crime, mais il nie l'avoir prémédité. Il risque la prison à perpétuité. Question 1. L'accusé Jean-Léon Cazier est-il coupable d'avoir volontairement donné la mort à Sergentier? Question 2. Le crime spécifié à la question numéro 1 a-t-il été commis avec préméditation? Monsieur Cazier, levez-vous. Une semaine avant le procès, la femme et les filles de la victime ont rendez-vous au cabinet de leur avocat. 3 ans après le crime, elles ont décidé de se porter partie civile au procès pour avoir accès à tous les éléments du dossier et pour défendre la mémoire de leur père et mari. Maître Jérôme Crépin plaide depuis de longues années en cour d'assises. Alors, allons-y. Laisse-moi au travail. Il reçoit ses clientes pour les préparer à affronter les audiences à venir. Allez, entrez. Comment ça va? Tout si on veut. Tout doux? Ouais, il y a de l'attente. Non, mais c'est vrai. C'est vrai que cette période-là, c'est toujours une période... La période d'avant-procès, c'est toujours une période délicate. Hein. Pour résumer les choses, il y a 2 parties dans un procès. Il y a une partie personnalité qui vous semblera très longue parce que la première journée, on parle que de l'accusé. On ne parle que de l'accusé. On parle de l'accusé parce qu'on doit savoir qui on juge. Bon, il y a ceux qui me disent vous pouvez y aller, cogner, cogner, cogner. Pour autant, c'est pas forcément une bonne stratégie. Si on cogne dessus, il va faire pitié. Donc on va pas cogner dessus. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va démontrer que c'est vraiment quelqu'un qui est une machine à tuer. Je vais aller le chercher sur le terrain de l'assassinat. Quelle est la différence entre l'assassinat et le meurtre? Ça, c'est une chose que vous devez savoir, et ça, parce que ça va faire partie du débat. Je me dispute avec quelqu'un. J'ai une arme dans ma voiture à ce moment-là parce que je rentre de la chasse. Il me met une claque, il me menace avec un couteau, j'ai mon fusil qui est là tout près, je lui en mets un coup, à bout portant. C'est un meurtre, parce que j'ai pas prévu de le tuer. La même personne me menace un autre jour en me disant je suis ci, je suis ça, me met une claque dans la rue, je rentre chez moi en disant celui-là il va me le payer, je prends un fusil, je me dis j'y vais, je l'attends, j'attends qu'il sorte de chez lui, je l'abats. Ça s'appelle de la préméditation, c'est-à-dire que j'ai pensé que j'allais le tuer. Ça c'est de l'assassinat, le crime le plus grave. Il encourt perpétuité pour un assassinat. S'il est condamné pour meurtre, il n'encourt que 30 ans. Comment? Perpète, pas 30 ans. Pour moi, 30 ans, c'est pas assez. Perpète. Pareil. Pareil, tout le monde. Non, tous les 4, c'est pareil.
Là, ce qui vous importe dans le procès, c'est qu'il soit condamné à une peine de prison. Ah bah oui, sinon c'est facile. Dans 15 ans, il est dehors, il redémarre sa vie. Nous, la note a été gâchée. C'est tout à fait normal que vous pensiez perpète. Mais, à mon avis, pour vous, vous ne serez tranquille que quand il aura été sanctionné, c'est évident. Mais quand vous aurez aussi peut-être pu entendre les raisons qui l'ont conduit à faire ça. Ah oui. Il sera un moment important, vous verrez du procès, on se rendra compte que c'est essentiel que vous parliez. Qu'il y en ait une de vous, madame, bien entendu, vous parliez de votre mari. C'est important. Vous savez, c'est important qu'à un moment donné, vous en parliez. Parce que quand quelqu'un a disparu, il n'y a que sa mémoire qui est portée par ses proches. Jean-Léon Casier, l'assassin présumé, était un modeste garagiste. Il vivait ici, à Valines, un petit village de 600 habitants dans la Somme. Une vie paisible dans cette maison qu'il partageait avec sa femme Maryse, leurs 3 enfants et Janine, sa maman. À quelques mètres, le garage fondé avec son frère Jean-Robert, avec qui il travaillait 6 jours sur 7 sans compter. Au moment du drame, la femme de Jean-Léon travaille depuis quelques mois comme aide ménagère chez les Anquiers, des personnes âgées du village. Leur fils leur rend souvent visite et sympathise vite avec Maryse, qui rentre chez elle de plus en plus tard. Fou de jalousie, le garagiste tue celui qu'il croit être l'amant de son épouse. Cela fait maintenant 3 ans que Jean-Léon dort en prison et que sa famille vit sans lui. La veille du procès, dans la famille de Jean-Léon, tout le monde vit ces moments avec beaucoup d'anxiété. D'abord parce que sa mère et sa femme sont appelées à témoigner lors du procès, et puis surtout parce que Jean-Léon risque la prison à perpétuité. Léon, j'espère qu'il n'en aura pas pour... Il a fait une bêtise, automatiquement, il faut qu'il paye la note. Il faut assumer. Que ça plaise ou que ça plaise pas, il faut assumer. Et il y a déjà cette question-là, vous savez, on se la pose depuis 3 ans, depuis qu'on l'a su. On ne comprend toujours pas. Parfois, pour ma part, moi, je comprends toujours pas. Maryse, la femme de Jean-Léon, sera particulièrement exposée lorsqu'elle viendra témoigner à la barre. La cour cherchera à savoir si, oui ou non, elle avait une liaison avec la victime. Savoir si son comportement a pu pousser son mari à commettre le crime. Ça sera moi la coupable. Hein. Automatiquement, ils vont faire passer et Jean-Léon pour un assassin crapuleux, et puis Maryse pour une permettez-moi l'expression. Alors, c'est pas le cas. Il faut faire confiance dans la justice. Alors, pour moi, personnellement, ce qui m'intéresse, c'est de le voir libre. Mais c'est mal barré pour moi. Bon. Supposons qu'il soit condamné à 20 ans. Moi, je ne le reverrai jamais libre. J'en ai 81. Depuis que Jean-Léon est détenu à la prison d'Amiens, sa femme est allée lui rendre visite 2 fois par semaine, coûte que coûte. Mais aujourd'hui, le parloir aura un goût particulier. Jean-Léon passe aux assises le lendemain. Son avocat, Maître Combe, est là lui aussi pour une ultime mise au point. C'est sûr. Bon, on y va ? L'avocat est autorisé à rencontrer l'accusé au parloir en même temps que la famille.
Une visite spécialement accordée pour le tournage. La famille Gazier, la famille numéro 13, s'il vous plaît. Allez, un calme. Bonjour. Non, je me permets de... Bonjour, Mette. Ça va? T'en viens, bonjour. Bah bien sûr. Je fais ça. Vas-y, allez. Bonjour. Sur Nicolas. Puis là, c'est les deux Anne et puis C'est- François Xavier. Ça, c'est de ma fille, c'est notre fils. Hein. Ah, on sent que les enfants sont stressés et qu'ils ont... Même la grande, elle est Quand stressée même aussi. mère, on se rend bien compte. Oh, oui. Tous les C'est, trois à euh, des stades différents. Et envers toi, ça va? Ils sont pas trop arrogants? Mais il y a des fois, c'est... moi, je me demande s'ils me le reprochent pas. Oui, ils le pensent Toi, peut-être, mais t'es ils ne là. le disent pas. M'excuse, mais le responsable, c'est moi, déjà là-dedans. C'est vrai que je stresse un peu pour le jugement, mais ça, c'est normal, tout homme, il serait pareil. On te demande toujours qu'est-ce qui va se passer, est-ce que j'aurais pas honte devant tout le monde, déjà? Parce que c'est quand même un geste que j'ai commis très important. J'ai été trop loin, je dois être jugé. C'est normal, là, ça c'est tout. Je peux pas... J'ai rien contre la justice, tout ça, c'est normal que je sois jugé. Dans le fond, ça se comprend. C'est un homme qui est droit. Et il a toujours été comme ça. Mais là, il a pété les plombs, c'est le cas de le dire. Non, si, je peux le dire, ce gars, ça touchait ce qu'il fallait plus, là, ça n'allait plus. Là. Ah oui, sa famille, excuse-moi, ça, mais là... faut pas toucher à Maryse, il faut pas toucher à sa famille. Vous espérez quoi, vous, de ce procès? J'espère que tout se passera bien, mais qu'il y aura quand même une compréhension de tous les côtés, je veux dire. Ça touche quand même une histoire d'amour, quoi, je veux dire. Je sais pas comment dire. C'est... Vous voulez qu'on comprenne que vous avez fait ça par amour? Bah, ben oui, c'est un peu quand même ça. Oui. Mais j'ai pas fait pour l'argent, quand même. Jean-Léon a reconnu les faits, les choses sont assez claires, qu'il n'essaye pas de tordre les faits, de maquiller, etc. Est-ce que ça veut dire que c'est un procès qui est joué d'avance? Il y a beaucoup de questions qui leur seront posées. La préméditation est peut-être un des seuls éléments contre lequel Jean-Léon s'est élevé tout au long de cette instruction. Et seule cette question de la préméditation, pour lui, n'est pas constituée. Parce qu'on n'est pas en face de quelque chose de froid, sans sentiment. On a beaucoup de choses qui sont venues se mélanger et s'agglomérer et qui, malheureusement, ont conduit au passage à l'acte. Alors non, rien n'est joué, surtout pas. En tout cas, je l'espère. Allez, bon courage. Oh, tu me connais. Bah oui, je sais que je te connais. Je connais. Bon, allez, Jean-Léon, à demain. Tu viens ce matin, c'est le matin que tu viens ou... Matin, demain matin. Bon, d'accord. D'accord? Allez, bon courage. Ouais, d'accord. Au revoir. Bonjour. Bon, sinon, comment tu appréhendes le procès, Maryse? Très stressée, angoissée. Et là, c'est ce que je t'ai dit, il faut être forte. Ouais. Il faut être très forte. parce que là, J'ai réussi à venir jusque-là. Depuis le départ, j'irai jusqu'au bout. Hein. C'est mercredi, c'est jeudi, Non, je crois. moi, je suis convoquée le jeudi, 14h. C'est une bonne toi. Ouais, moi aussi, tu sais que je l'ai dit. Ouais. J'ai toujours eu confiance en toi. Ah ouais. Jamais je t'aurais fait de mal. Mais là, tu peux pas savoir. Tu peux pas savoir comment que je t'adore. Attends. Les siècles, il n'y a pas grand chose. Je vais.
À quelques heures de l'ouverture du procès, à Ault, dans le village de la victime. Serge Anquier vivait dans cette petite commune avec sa femme et ses 3 filles. Quand il a été retrouvé carbonisé dans sa voiture, c'est tout le village qui a été frappé. Alors forcément ce matin au réveil, avec l'annonce du procès dans tous les journaux, les villageois n'ont qu'un seul sujet de conversation. Nous on dit c'est une affaire de cul. Disons, après ce qu'on a pu voir sur les journaux et tout, on disait que le monsieur a quasiment tué Serge parce qu'il a essayé d'aguicher sa femme. Moi je dis que c'est complètement idiot. Pourquoi? Parce que c'est pas possible que Serge ait été emmêlé avec sa femme. Parce que je ne me sens pas du tout faire ça. C'est sûr. Moi j'y crois pas du tout. Stéphane, voilà. Ah non, ah non, non, non. Parce que là, moi, je connaissais bien celui qui a fait ça. Le garagiste, il était jaloux, il était jaloux. Le garage, ça c'est sûr, il était jaloux, sa femme, mais jamais au garage. Il faudrait savoir s'il était quoi déjà. Il brûle pas un gars parce que... Enfin, on ne doit pas brûler un gars pour ça, mais enfin, il a quand même... Il faut une raclée, puis c'est bien. Hein. Bah tiens. Moi, ça m'étonnait parce que c'était pas le gars méchant du tout. Il avait un doute, mais sa femme, c'est pas une femme qui l'aurait trompé. Sa femme allait très bien. Je ne pense pas que sa femme l'ait trompé. À quelques ruelles des rumeurs de village, pour la veuve et les filles de la victime, l'atmosphère est lourde. Les 4 femmes savent que tout à l'heure, au palais de justice d'Amiens, elles vont devoir affronter le regard de l'assassin présumé. De toute façon, il ne sera pas pardonné. Ça, c'est pas parce que le procès va passer qu'on va lui pardonner. Ça, c'est impardonnable. Je suis désolée. 20 ans de prison, c'est rien. Nous, notre père, il ne reviendra pas dans 20 ans. On y va, les gars. Au même moment, l'assassin présumé sort de la prison d'Amiens, escorté par 4 policiers et menotté dans son fourgon. Direction le palais de justice, où il comparaîtra dès 9h du matin devant la cour d'assises de la Somme pour répondre de l'assassinat de Serge Anquier. Au terme de 3 jours d'audience, Jean-Léon Cazier saura combien d'années il devra encore passer en détention. La cour d'assises juge les personnes accusées d'avoir commis un crime. Les crimes sont les infractions les plus graves. Ce sont les vols avec armes, les et tout en haut de l'échelle de la gravité, les assassinats. Acte pour lequel Jean-Léon Cazier est jugé. Aujourd'hui, l'audience est publique. N'importe qui peut y assister intégralement. La femme et la mère de l'accusé, elles, sont appelées à témoigner demain seulement. Et d'ici là, c'est la loi. Elles n'ont absolument pas le droit d'assister au procès. L'audience criminelle est ouverte, veuillez vous asseoir. Bien, monsieur, veuillez donner vos noms, prénoms, date et lieu de naissance. Je m'appelle Cazier Jean-Léon, né à Valine le 29/2/56. Et votre profession, monsieur? Garagiste. Bien, vous pouvez vous asseoir, monsieur Cazier.
Bien, monsieur Casier, je vais procéder au tirage au sort du jury de jugement qui doit connaître de votre affaire. Samuel Grévin est le président de la Cour. Son rôle, mener les débats et rendre compréhensible pour les jurés tout ce qui se dira au procès. Lors du délibéré final, il dispose d'une voix sur 12 pour décider du verdict. Numéro 21, Petit Bernard. Avant de commencer les débats, le président tire au sort les 9 jurés qui vont le rejoindre pour juger cette affaire. 9 citoyens issus des listes électorales. Numéro 35, Chevalier Patrick. À 12, avec le président et ses 2 assesseurs, Numéro 40, ils vont constituer la cour. Delay Sabine, épouse Valin. Je déclare le jury définitivement constitué. Mesdames et messieurs les jurés, veuillez prendre place aux côtés de la cour dans l'ordre désigné par le sort. Monsieur le premier juré se plaçant à la droite de madame le premier assesseur. Les 9 jurés désignés ne connaissent absolument rien au dossier et dans cette affaire, ils auront 3 jours pour se forger une intime conviction et rendre leur verdict. Bien, madame la greffière, veuillez donner lecture, je vous prie. La greffière va lire l'acte d'accusation. C'est la première fois que les jurés entendront parler de Jean-Léon Casier. Le 14 août 2004, à 0h40, les gendarmes de la brigade territoriale de Gamages étaient avisés de la présence d'un véhicule en feu sur la route départementale CD 925. L'incendie maîtrisé, les secours constataient la présence d'un corps de sexe masculin calciné à l'avant du véhicule. Ce corps était identifié comme celui du propriétaire du véhicule, Serge Anquier. Sur les éléments à charge à l'encontre de Jean-Léon Casier. Jean-Léon Casier, garagiste domicilié à Valine, résidait non loin de l'habitation des parents de Serge Anquier, chez qui son épouse, Maryse Casier, travaillait quotidiennement comme assistante à domicile. Dès le début de l'enquête, plusieurs témoignages évoquaient une relation amoureuse entre Maryse Casier et Serge Anquier. Jaloux, Jean-Léon Casier soupçonnait Serge Anquier d'entretenir une relation amoureuse avec son épouse, Maryse Casier. Il avait le sentiment que tous deux lui avaient menti et se moquaient de lui. La colère l'avait submergé. Il avait décidé d'aller s'expliquer avec Serge Anquier. Il avait sorti le bidon d'essence de son véhicule et était allé se cacher derrière les tuyas à proximité de la maison des époux Anquier. Serge Anquier sortait et se dirige vers son véhicule. Jean-Léon Casier s'approche alors de lui et l'interpelle sur ses relations avec Maryse Casier. Il sort Serge de sa voiture et lui assène un premier coup de poing au visage. Jean-Léon s'arme d'un silex et le frappe au niveau de la nuque. Serge s'écroule sur le sol. Jean-Léon le saisit et le traîne dans la voiture à la place du passager avant droit. Puis il quitte les lieux avec la voiture et Serge à son bord inconscient. Il roulait sur plusieurs centaines de mètres, quittait la commune de Valine et empruntait le CD 925 où il décidait de simuler un accident. Durant le trajet, Serge Anquier gémissait. Jean-Léon s'arrête sur l'accotement droit de la chaussée et sort du véhicule. Il reprend son bidon et verse de l'essence dans la voiture et sur le corps de Serge. Puis il jette le bidon par la fenêtre. Enfin, il met le feu à la voiture alors que la victime est toujours vivante. Au vu de l'ensemble de ces éléments, Jean-Léon Casier était placé en garde à vue le 22 novembre 2004, soit 3 mois après le décès de Serge Anquier. À sa 4e audition, il finissait par reconnaître avoir donné volontairement la mort à Serge Anquier. L'ensemble de ces lourdes charges justifie la mise en accusation de Jean-Léon Casier devant la cour d'assises de la Somme du chef d'assassinat de Serge Anquier. Monsieur Casier, levez-vous, je vous prie. Bien. Monsieur Casier, je vais vous donner la parole pour que vous puissiez expliquer à mesdames de la Cour, mesdames et messieurs les jurés, un petit peu le milieu dont vous êtes issus, nous parler un petit peu de votre enfance, votre scolarité, votre vie professionnelle et familiale, pour que la Cour puisse mieux vous connaître. Vous avez la parole, monsieur. Je suis né à Valine. J'ai toujours été élevé avec ma mère et ma grand-mère, avec mes 3 frères. Sinon, au niveau familial, j'ai toujours été élevé, je trouve que j'ai toujours été élevé normalement, j'ai toujours respecté tout le monde. Je sais plus.
Après, j'ai connu ma femme, j'ai eu 3 enfants. 3 enfants et voilà. D'accord, monsieur. Monsieur l'avocat général. Quelques questions, monsieur le président. Guillaume Maigret est l'avocat général. L'accusateur public est chargé de démontrer la culpabilité de l'accusé. À la fin des débats, c'est lui qui réclamera une peine de prison lors de son réquisitoire. Vous nous avez expliqué que vous avez donc vécu toujours avec votre mère, notamment avec votre épouse. Alors, est-ce que c'est facile d'avoir une vie de couple avec sa mère et sa grand-mère, je veux dire, à tous les repas Est-ce que ça n'a pas posé de difficultés pour votre vie de couple? Jusqu'alors, non. Même ma femme n'a jamais eu... On est habitués, je veux dire, on avait des enfants, tout ça. Donc, moi, j'ai toujours trouvé bien, hein, même ma femme, les enfants, ils connaissaient leur arrière-grand-mère, leur grand-mère. Comme ma femme n'a pas eu de chance dans sa vie, puisqu'elle était de la DAS. Donc, elle n'a pas eu de chance de connaître sa mère ni son père. Donc, forcément, je sais pas, ça faisait un noyau familial. Je n'ai pas d'autres questions. Maître Combe, des précisions à faire apporter par votre client? Maître Guillaume Combe est l'avocat de la défense. Il plaide pour que son client obtienne la peine la moins lourde possible. Jean-Léon Casier l'a choisi il y a 3 ans pour le représenter. Votre rencontre avec votre femme, Maryse. Ah, mais j'ai pas osé, c'est pour ça. Pardon? J'avais pas osé. Vous n'avez pas osé? Vous n'avez pas osé en parler? Alors dites-nous. Fin 82, j'ai connu un client qui vivait ensemble avec mademoiselle Maryse Marmite. Il y avait 2 petites filles. Une petite fille d'1 an et une petite fille de 2 mois. Et très vite, je me suis aperçu qu'il a fait devant moi des gestes sur sa femme, qu'il a cogné et qu'il versait des bouteilles d'eau dans son dos et qu'il la mettait dehors, même quand il gelait, elle passait les nuits dehors. Malgré que les 2 petites, ils étaient dans la maison. Et comment dire, j'ai voulu l'aider, j'ai eu pitié d'elle et puis résultat, en juillet 83, elle est arrivée dans mes bras. Puis elle est venue à la maison avec nous, avec ses 2 petites filles. Et donc après j'ai eu pitié, oui, puis je suis tombé amoureux d'elle et puis après on a eu 3 enfants, on s'est mariés en 94 et je suis toujours avec elle. Et vous étiez heureux avec elle? Moi j'ai toujours été heureux avec ma femme. Merci monsieur le président. J'ai jamais eu de problème avec ma femme. Merci monsieur le président. Monsieur Casier, vous aviez autre chose que vous souhaitiez déclarer de suite? Non, pas pour l'instant. Bien, vous pouvez vous asseoir. Monsieur l'huissier, veuillez aller chercher monsieur Philippe Decle. L'audience se poursuit par l'interrogatoire de témoins qui connaissent l'accusé pour que les jurés cernent au mieux sa personnalité. Les témoins sont obligés de répondre à la convocation. À défaut, ils doivent payer une amende de 3 750 €. Decle Philippe, j'ai 47 ans et je suis employé de commune. Vous jurez de parler sans haine et sans crainte, de dire toute la vérité, rien que la vérité, levez la main droite et dites je le jure. Je le jure. Bien, monsieur Decle, je crois que vous connaissez donc depuis longtemps l'accusé, monsieur Jean-Léon Casier. Oui. Je vous donne la parole pour que vous puissiez nous dire ce que vous souhaitez nous dire sur lui. Je connais Léon depuis l'âge de 12 ans. Ça a toujours été quelqu'un de très calme, de très gentil, de non violent. Quand on sortait ensemble et qu'on se chamaillait un peu, il nous calmait. C'est toujours lui qui nous remettait, nous disait de se calmer pour pas aller trop loin, quoi. Donc quelqu'un que vous pourriez qualifier de calme, de raisonnable. Très calme. De raisonnable, de responsable aussi, très apparemment. Très responsable. D'accord. Ça a toujours été un gars qui travaillait, qui était calme. Quand il ne travaillait pas d'un côté, c'était de l'autre, c'est le cas de le dire. Quand moi je m'engueulais avec ma mère, c'était toujours bon, calmez-vous, soyez cool, ça sert à rien. Bon, ce qu'il a fait, ça n'a pas servi à grand chose non plus. Hein. Il n'a pas été cool. C'est pas Léon, il parlait pas beaucoup.
Il travaillait beaucoup, mais il ne parlait pas beaucoup. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il gardait tout dedans? À l'intérieur, il gardait tout. Même un client qui gueulait, il ne gueulait pas. C'était pas un méchant. D'accord. Maître Crépin, des questions aux témoins? Maître Jérôme Crépin est l'avocat de la partie civile. Il assiste la famille de la victime pour qu'elle obtienne réparation. Il peut intervenir pendant tout le procès, au même titre que l'avocat de la défense ou l'avocat général. Vous dites « je ne l'ai jamais vu monter en colère ». Non, et jamais. Pourtant, vous évoquez des contacts quotidiens, puisque quand c'est pas vous qui allez lui dire bonjour, c'est lui. C'est lui. D'accord. Donc un homme qui ne se met pas en colère. Non. Pas de cris, pas d'excès. Non, jamais. Sur le plan professionnel, vous le connaissiez bien en tant que garagiste? Oui, mais je travaillais à côté de son garage. D'accord. Un homme méthodique, bien organisé. Oui. C'était pas un homme fou. C'était pas. Il y a des garages fouillis, tout traîne. Et là, c'était un. Sur le plan professionnel, si on lui donne une voiture, c'est bien fait. Parce que quand la question de réparation de voiture, c'était toujours très bien fait. Carré en termes d'organisation. Oui. J'ai pas d'autres questions, Monsieur le Président. D'autres questions aux témoins? Bien, donc monsieur, vous pouvez partir ou demeurer dans la salle, l'audience est en public, vous faites comme vous le souhaitez. Les témoins se succèdent ensuite à la barre pour parler de l'accusé. Je le considérais très bien. C'est un garçon qui ne parlait pas beaucoup et quand il parlait beaucoup de mécanique. Il avait la mécanique en tête. Mais autrement, point de vue de parler de filles ou de n'importe quoi, c'était pas son genre. Et rien que la vérité, levez la main droite et dites je le jure. Je le jure. Bien. Une ancienne institutrice se souvient encore, après plus de 40 ans, d'un élève taciturne, toujours sur la défensive. L'audience va être suspendue, elle reprendra à 14h15. Pendant la suspension d'audience, l'accusé est emmené dans une pièce isolée, juste derrière la salle des débats, où il n'aura aucun contact avec l'extérieur. Ça vous fait quoi de voir la famille enquillée aujourd'hui? Ça fait drôle quand même, que j'ai quand même... je me sens gêné devant. Je les regarde aussi de temps en temps, mais j'ose pas non plus trop... Je peux pas me permettre de les fixer, je pas le droit. Mais ça me rend triste, je suis obligé de le dire de toute façon. Je vais quand même faire que je vous ai dit, j'ai fait une bêtise. Je leur ai fait du mal, sans le vouloir directement, je veux dire. Il se fait passer pour un martyr. Ah oui, si tu veux. C'est le mec qui a peu de chance. Le bon type à la bonne bouille, c'est le pauvre martyr. Quelqu'un de réservé, qui parle pas, qui est tout seul dans son coin. Moi, j'ai pas de pitié pour lui. Non. Ça, c'est clair que j'aurais jamais de pitié pour lui. Bon, il fait pitié dans son petit bosquet. J'en ai rien à foutre. Jamais je lui pardonne rien. Allez, on y va. Non, c'est bon. Attends. Les jurés ont maintenant besoin de comprendre qui était la victime. Ils vont entendre Odile Desquiret, une enquêtrice de personnalité au service de la justice. Dans cette affaire,
Elle a effectué une série d'entretiens avec la famille et les amis de la victime pour tout savoir sur la vie que menait ce père de famille avant sa mort. Effectivement, M. Anquier a été décrit comme quelqu'un qui était sans histoire, qui ne posait pas de problème, qui était serviable, courageux, un bon gars tranquille, comme j'ai pu l'entendre, qui était apprécié des siens, tant par sa famille que par ses proches au niveau professionnel ou ses amis. Il a été fait mention d'une légère tendance à s'alcooliser, mais jamais dans l'excès et de toute manière de façon toujours conviviale et sans que ça ne pose de problème a priori à son entourage. Monsieur Anquier est décrit comme un papa agréable, qui s'est posé les limites, qui était à l'écoute de ses enfants et qui était assez cool. Papa poule. Il aimait bien savoir avec qui on allait, qui on sortait, où est-ce qu'on allait, à quelle heure qu'on venait. Papa très protecteur. Tant qu'on n'était pas rentré, il n'était pas couché. Disons que des photos, on n'en a pas beaucoup de sérieuses parce que j'étais toujours en train de faire le clown. Bon vivant. Bon cœur, bon vivant. Très serviable. Parfait. C'était le bon gars, prêt à tout, donner des coups de main, tout quoi. Ça, Serge, il suffisait de l'appeler et puis ça marchait, quoi. Serge, c'était pas le type à aller, on appelle ça, à aller embêter une femme, à dire, bon, non, lui, c'était pas du tout son truc. À parler, oui, alors à parler, il allait tenir des conversations pendant des temps infinis, quoi. Lui, c'était pas le genre à couvrir, lui. Ah non, certain. Celui-là qui dit ça, c'est des conneries, quoi. Des conneries. Son épouse en parle comme d'un homme agréable à vivre, en précisant d'ailleurs avec beaucoup d'émotion quand je l'ai rencontré qu'elle se remarierait sans aucun problème avec ce monsieur après tant d'années de mariage. Voilà ce que je peux vous dire, Monsieur le Président. Merci. Maître Crépin, y a-t-il des questions, des précisions? Une famille sans histoire. Tout à fait. Un homme sans histoire. Sans difficulté avec personne, même si quand il prenait l'apéritif, pas d'actes de violence, pas d'excès verbaux. Non. Vraiment quelqu'un... Monsieur tout le monde. Monsieur tout le monde, sans problème. Fait. J'ai pas d'autres questions. Monsieur l'avocat général, avez-vous des questions? Pas de questions. La défense. Pas de questions, Monsieur le Président. Bien, Monsieur l'huissier, veuillez aller chercher, je vous prie, Monsieur Graveline David. La cour va maintenant entendre les gendarmes qui ont enquêté sur la scène du crime le soir du meurtre. Ils vont détailler les éléments qui leur ont permis d'arrêter Jean-Léon Casier 3 mois après les faits et d'obtenir ses aveux. J'ai été appelé par le capitaine Ferré le 14 août à 1h55 du matin sur les lieux d'une découverte donc d'un corps calciné dans un véhicule automobile. C'était ici. Donc l'avant du véhicule se trouvait ici. Et l'arrière était ici. Donc comme une descente légère, en fait, le véhicule est légèrement descendu du talus pour venir mourir ici par inertie. Donc dans le cas d'un accident, la plupart du temps, lorsqu'on commence ces constatations, on retrouve des éléments sur la route. Donc que ce soit les traces de freinage, des débris de verre, d'éventuels morceaux de carrosserie. Sur les accotements, on peut retrouver des traces de ripage, c'est-à-dire des traces de freinage dans la terre. Or, là, en l'occurrence, ce n'était pas le cas. Il n'y avait aucune de ces traces précurseurs d'un accident. Dans cette direction, à l'époque, c'était un champ de blé. Donc au niveau de ce champ de blé, on va retrouver par la suite un sillon dans le champ, marqué. Donc le cheminement d'une personne. Pour ce qui concerne la position du corps dans le véhicule, donc on est en présence d'un individu de sexe masculin, de race européenne, blanche. On ne peut donner aucune autre précision étant donné la calcination de la personne, du corps, qui est très fortement brûlée. Donc de la partie qui s'étend des chevilles jusqu'au haut du crâne, en plusieurs endroits les os sont à nu, les muscles sont apparents, on a des viscères qui sortent au niveau de l'abdomen. Le crâne est complètement à nu, à blanc, enfin à blanc, à noir, puisqu'il a grillé en fait et provoqué en plusieurs endroits des éclatements. On constate qu'un membre, un membre inférieur droit est coupé au niveau du genou, donc une jambe est détachée du corps. Le corps présente la particularité d'être donc entièrement abîmé, sauf au niveau des pieds, puisque le tableau de bord en fondant s'est répandu et a formé une espèce de gangue sur les chevilles et les chaussures. De ce fait, elles apparaissent complètement intactes lors de la levée de corps.
puisque le tableau de bord avait coulé, nous sommes obligés de l'écarter et nous découvrons alors dans l'entrejambe, posé entre les deux chaussures, un bidon de plastique vert portant des traces blanches. Monsieur l'avocat général. Dans cette affaire, qu'est-ce qui est apparu déterminant dans vos constatations? Le bidon qui se trouvait donc entre les deux pieds de la victime n'a dû son salut en fait qu'aux conditions atmosphériques. Le vent soufflant dans le sens du véhicule, c'est-à-dire de l'avant vers l'arrière, n'a pas permis la transmission de l'incendie au reste du véhicule. Si je vous comprends bien, s'il n'y avait pas eu ces conditions atmosphériques, le véhicule aurait, selon toute vraisemblance, pris feu totalement, et le feu ne se serait pas cantonné, je dirais, à l'habitacle, et on n'aurait pas retrouvé de bidon et pas de traces de sang. Probablement. Il n'y a pas d'autres questions. D'autres questions Et c'est bien ce bidon épargné par les flammes qui a été déterminant dans l'enquête. Il portait encore l'inscription d'un numéro de série avec le nom du fabricant. Les enquêteurs ont donc pu savoir à qui le bidon avait été vendu, et c'est ainsi qu'ils sont remontés jusqu'à Jean-Léon Casier. Donc le 22 novembre, nous organisons une opération de police judiciaire et nous interpellons M. Casier Jean-Robert, son épouse Maryse, son frère Jean-Robert et son épouse. Entendu par les collègues de la brigade de recherche et de la Julian-Sonneville, M. Casier reconnaît les faits le soir même et il fournit des aveux précis qui corroborent les constatations effectuées sur place. Et dans le cadre de son audition, on peut dire que rapidement et sans de difficultés particulières, M. Jean-Léon Casier vous dit vous raconte finalement qu'effectivement il est bien impliqué. Il a commencé à faire des aveux à 22h30, il a commencé à nous expliquer son geste. 13 août 2004, ce jour-là, comme j'avais ruminé toute l'après-midi, je voulais avoir des explications avec lui parce que j'avais bien compris qu'il s'entendait avec ma femme. Le soir, j'étais mené des pièces à Wincourt. En venant, j'ai vu que l'auto de M. Anquier Serge était présent chez ses parents. Je suis rentré chez moi et j'ai décidé d'aller m'expliquer avec Serge pour lui dire d'arrêter de tourner autour de ma femme. J'ai fait semblant de monter me coucher. Ma femme est restée dans la chambre du bas parce qu'on fait chambre à part. J'ai attendu quelques minutes et je suis redescendu sur la pointe des pieds pour que ma femme ne m'entende pas. J'ai pris un briquet dans la cuisine et mes clés de voiture. J'ai aussi emporté un bidon vert de mon garage à moitié rempli d'essence. J'ai roulé jusqu'à la maison de la famille Anquier à environ 500 mètres de chez moi. Je me suis garé un peu en retrait pour qu'on ne me repère pas. J'ai sorti le bidon de mon coffre et je suis allé me cacher derrière les tuyas qui bordent la maison des Anquier. J'ai posé le bidon à mes pieds et je me suis approché de la fenêtre pour regarder à l'intérieur. Serge était à table avec sa mère, il buvait. Je les ai regardés pendant au moins une demi-heure. Quand Serge s'est levé pour partir, j'ai rejoint ma cachette derrière les tuyas. Serge est sorti, puis il est monté dans sa voiture. Mais il en est ressorti pour aller uriner à quelques mètres de moi. Après, il est retourné dans son auto. C'est là que je me suis approché de lui et je lui ai dit d'arrêter d'embêter ma femme. Je l'ai sorti par les épaules et je lui ai donné un coup de poing au visage. Serge a voulu s'enfuir, mais je l'ai coincé à l'avant de la voiture. Je lui ai donné un deuxième coup de poing et il s'est écroulé sur le capot. Et c'est là que j'ai pris un des silex de la cour et que dans la panique, je lui ai mis un coup sur la nuque. Serge s'est écroulé sur le sol, il saignait. J'ai eu peur, je l'ai mis dans sa voiture à la place du passager avant droit. J'ai récupéré le bidon et je l'ai posé sur la banquette arrière. Je me suis installé au volant et en partant, j'ai mis un petit coup de klaxon, comme le faisait Serge d'habitude pour rassurer ses parents.
J'ai roulé sur plusieurs centaines de mètres et j'ai emprunté la départementale 925. Tout de suite après avoir quitté la commune de Valine, Serge a commencé à gémir. Je me suis arrêté sur le bord de la chaussée et c'est là que j'ai décidé de simuler un accident. J'ai récupéré le bidon d'essence. Serge a alors essayé de sortir. J'ai violemment repoussé la portière pour l'en empêcher. J'ai versé de l'essence dans la voiture et sur les jambes de Serge, puis j'ai fait une mèche en versant de l'essence sur la chaussée. Ensuite, j'ai jeté le bidon dans la voiture et là, j'ai vu quelqu'un faire marche arrière vers moi. J'ai alors allumé la mèche avec le briquet. Je crois que Serge était encore vivant à ce moment-là. Je me suis enfui en traversant les champs qui bordent la route. Mais je me suis fait repérer par une voisine. Alors je me suis accroupi dans les champs et j'ai continué en rampant. J'ai récupéré ma voiture et je suis rentré chez moi. Et bon, j'en suis honteux devant vous. Je sais pas quoi dire. Au départ, ce bidon, vous aviez pensé en faire quoi? Pour faire peur déjà, c'est ce que j'avais déjà dit. Pour faire peur, parce que je... Non mais pour faire peur de quelle manière, monsieur? Parce qu'un bidon qui reste éventuellement enfermé dans le coffre d'un véhicule ou qui reste à côté de soi dans un taillis, ça peut pas faire peur. Je pensais déjà que monsieur Anquier-Serge aurait peut-être reparti chez lui à Holt. Et même pour faire peur, même brûler une poubelle ou un truc comme ça, je veux dire, mais là, c'est vrai qu'il était là, donc je me suis arrêté, j'ai descendu le bidon, et c'était pour faire peur, mais je veux dire, je voulais pas c'est pas facile. J'ai cru comprendre que vous disiez que, éventuellement, au moment où vous chargez le bidon, vous vous dites, s'il va à son domicile à Holt, je pourrais éventuellement mettre le feu à une poubelle. C'est ce que j'ai cru comprendre. Ouais, c'est vrai, oui. Bien. Cependant, le bidon, c'est au moment où vous êtes caché que vous le sortez, donc c'est a priori à ce moment-là, vous deviez avoir une autre idée vu que vous l'avez pris avec vous le bidon. Est-ce que vous pouvez nous indiquer quelle idée vous aviez? Je vous l'ai dit, je voulais faire peur, mais est-ce que je voulais, comme il est sorti, je voulais demander s'il s'entendait avec ma femme. C'est là qu'il m'a répondu laisse-moi tranquille. C'est vrai que. En ce qui concerne l'altercation proprement dite, est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi, à ce moment-là, vous ramassiez cette pierre pour remporter un coup à la tête? C'est pas facile. Je n'étais plus le même homme, donc c'est quand il était coulé, j'ai vu la pierre qui est arrivée là. J'ai repris la pierre et j'en ai mis un coup sur la tête, mais bon, parce que j'étais pris dans un mouvement de panique. Donc c'est là que j'ai. D'accord, monsieur Casier. Est-ce que vous ne trouvez pas, monsieur Casier, un petit peu étrange de penser à ramasser le bidon d'essence et de le placer dans le véhicule et de donner le petit coup de klaxon en partant pour que les parents ne s'inquiètent pas et finalement croient que c'est leur fils qui part en klaxonnant comme d'habitude? Comment vous pouvez nous expliquer, si vous voulez, la conjonction de cette panique avec ce qui semble être, pouvoir ressembler à un certain sang-froid? C'est pas de sang-froid, je vous le dis franchement, c'est pas de sang-froid. J'aurais pas dû... J'ai klaxonné, c'est vrai, parce que je savais pas non plus, c'est ma femme qui l'avait dit ça. Et j'aurais pas dû... C'est pas facile. Monsieur Casier, les parties civiles sont là aujourd'hui avant tout, elles, pour comprendre pourquoi leur époux ou leur père est décédé et dans ces circonstances. Et que même si c'est excessivement douloureux pour elles, pour pouvoir faire leur travail de deuil, elles veulent au moins essayer de comprendre ce qui s'est passé, y compris dans votre tête à vous. Pourquoi? En août 2003, ma femme a commencé à travailler au service des personnes âgées. C'était très bien, elle avait trouvé un boulot, c'était très bien, j'étais content aussi. Elle a commencé à faire des remplacements que le samedi chez monsieur
et Madame Anquier. Ensuite, Monsieur et Madame Anquier ont demandé à la DMR pour que Maryse travaille à plein temps. Ils voulaient la voir du lundi jusqu'au dimanche matin. Donc ça a été fait, elle a travaillé à plein temps à partir de mi-mars ou fin mars 2004. J'ai travaillé comme assistante de vie chez les parents Anquier. Bon, c'est vrai qu'il y avait le fils. Au départ, je ne connaissais pas Serge. Je ne l'avais jamais vu dans les débuts. C'était l'aide ménagère de mes grands-parents. Donc apparemment, elle y allait souvent. Et puis donc, comme mon père allait tous les jours vers ses parents parce qu'ils étaient âgés, ils se voyaient là-bas, quoi. Et au bout d'1 mois et demi, 2 mois, ma femme se retournait petit à petit contre moi, comme si elle était complètement influencée et incontrôlable. J'arrivais pas. On est arrivé à un point qu'on ne couchait plus ensemble, c'est-à-dire qu'on faisait du lit à pair. C'était une chose qui n'était jamais arrivée. Et là, j'ai compris qu'il se passait quelque chose, et là, au fur et à mesure du mois de mai, mois de juin qui passait, c'était de pire en pire. Elle ne voyait plus que Monsieur et Madame Anquier et Monsieur Serge Anquier qui venaient voir ses parents. Et là, je me suis aperçu très vite, arrivé au mois de juillet, que ma femme, au lieu de finir à 19h le soir, elle rentrait à des 20h, 20h30, même jusqu'à 21h50. Je voyais que c'était plus la même femme. Je la connaissais assez bien, donc je voyais bien qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et c'était presque tous les jours comme ça. Et on arrive au vendredi, au fameux 13 août. Ce jour-là, Madame Anquier a demandé à ma femme pour qu'elle mange avec eux. J'ai dit, ça m'a semblé bizarre. Mais je dis, bon, j'avais confiance, il n'y a pas de problème. J'ai même été chercher des gâteaux et le pain, que c'est ma femme qui a demandé. Donc moi, j'ai été à Chepy pour chercher le pain et apporter des gâteaux. Je les ai apportés chez Monsieur et Madame Anquier. Il y avait le fils qui était présent. Et là, ça m'a mis, je voyais, j'étais déjà Ils m'ont même proposé un verre, j'ai refusé parce que je suis reparti. Je voyais qu'il y avait déjà quelque chose qui n'allait plus, mais là, ça augmentait et... Bien. Les gâteaux, c'est les donne. Et c'est sa femme qui s'est imposée chez vos beaux-parents ce midi-là. Elle dit que je l'avais colère pour la panique. Parce que la panique, c'est la peur. Et vous l'avez dit, la peur, je l'ai compris. Et les gâteaux du midi, je leur ai fait des gâteaux. Nous allons arrêter pour ce soir, nous allons suspendre et nous reprendrons demain matin à ce moment-là par les questions. L'audience est suspendue, on reprend demain matin à 9h. L'esprit de bon nombre de parties a l'air de pencher très nettement vers la thèse, ou en tout cas vers le fait que Jean-Léon Cazier a tout prémédité, a tout organisé, a tout mis en place. Alors il est bien évident qu'à cette heure, je suis loin de désespérer de pouvoir démontrer le contraire, en tout cas donner des pistes peut-être demain, et ce sera là ma tâche principale, mais les choses ont l'air de sacrément s'orienter vers cette thèse. Appuyer sur la préméditation, c'est simplement tenir compte des éléments du dossier. Genre que s'il n'y a pas préméditation dans ce dossier, il faut supprimer la préméditation du code pénal. À chaque étape, cet homme pense à son crime. Le deuxième jour du procès s'ouvre ce matin. Les débats vont reprendre dans quelques minutes. Il n'y a rien qui aujourd'hui change en quoi que ce soit. Les réponses, il faut les donner en fonction des questions qui sont posées, très simplement, très calmement. Il ne faut pas paniquer, pas s'énerver. Le matin, ça a été un peu difficile et un peu dur. Aujourd'hui, les questions, au contraire, il faut pouvoir y répondre tranquillement. Jean-Léon Cazier va encore avoir largement l'occasion de revenir sur ce qui s'est passé dans la nuit du 13 août 2004. Aujourd'hui, mieux qu'hier, l'accusé espère convaincre les jurés qu'il n'a pas prémédité son geste,
que rien dans l'enchaînement des faits n'avait été calculé. C'est d'abord Samuel Grévin, le président, qui va revenir sur la version des faits livrée hier soir par l'accusé, et dont certains détails lui semblent incohérents. Bien. Monsieur Casier, vous pouvez vous lever, s'il vous plaît? Vous nous dites, depuis le départ, finalement, c'est un enchaînement malheureux de circonstances et de panique. Est-ce que vous ne trouvez pas quand même qu'il y a une certaine cohérence et que ça peut ressembler à un scénario dont vous-même vous parlez par moments? Quand on dit « je veux faire croire à un accident », c'est qu'on parle de mise en scène, monsieur. Non, mais ça, c'est une grille de lecture possible. Mais auquel cas, qui laisse apparaître ce qui est important pour la Cour, des éléments de ce qu'on appelle des actes préparatoires, et puis d'une intention homicide. L'intention homicide, c'est le meurtre. Les actes préparatoires, c'est la préméditation, donc l'assassinat. Donc c'est pour ça que je reviens là-dessus, parce que c'est très précisément les questions qui seront posées à mesdames et messieurs les jurés. J'entends vos questions, Monsieur le Président, mais je finis par me demander si demain, il est bien nécessaire de les poser, les questions aux jurés. Vous faites une ligne et une direction en systématiquement reprenant les éléments à charge. Monsieur Casier vous a déjà répondu et vous revenez sur encore un autre point. Je suis désolé de vous dire ça. Maître Combe, j'essaye de mettre en balance en posant à votre client les questions qui me semblent importantes de poser et de clarifier. Maître Crépin. Merci. Monsieur Casier, il y a un mot que vous avez toujours répété. Vous étiez en colère et vous aviez la rage. Ouais, c'est vrai, mais pas arriver à un point pareil, non. On est d'accord sur le fait que les 4 gâteaux, c'est quelque chose qui ne vous a pas plu. Les gâteaux, c'est la goutte qui a fait déborder le vase. Oui. Quand vous êtes sorti de la boulangerie, vous vous êtes dit, c'est-il pas possible que moi, cet après-midi, je vais aller à Oincourt charger de la ferraille, ils vont manger ensemble. Qui est-ce qui vous a demandé de prendre les 4 gâteaux? C'est Maryse. Maryse vous a pas dit d'en prendre 5, un pour toi, pour manger avec nous à midi? Pas pour manger chez M. Anquier. Pas pour manger chez M. Anquier. Ce qui fait que vous vous êtes senti isolé, M. Casier. C'est humain. Vous vous êtes senti isolé ce jour-là. On vous a dit on me met de côté. Pourquoi qu'ils n'ont pas invité sa femme ou ses enfants? Il y avait un vieil avocat qui disait la cocotte minute, elle a pété. Elle a explosé. C'est vrai, ça. C'est le repas de midi, hein. Ah, c'était le point. C'est la mauvaise cerise sur le mauvais gâteau. Je vais en revenir à un objet qui m'intéresse, M. Casier, le bidon. Et un homme qui prend un bidon, c'est pas parce qu'il a une autre idée derrière? Monsieur Casier, un bidon, est-ce que ça fait peur? J'étais plus le même homme d'ailleurs déjà. Mais vous étiez suffisamment conscient pour bien organiser la simulation de l'accident. Oh, c'est pas vraiment d'organisation. J'étais hors de mon chemin, quoi, disons. J'étais complètement... Vous étiez furieux? Ouais, mais c'est déjà pas d'aujourd'hui, je veux dire. C'est pas ce jour-là. Hein. Il y a longtemps que c'était mijoté, quand même. Ça avait chauffé, la cocotte, elle a explosé ce jour-là. Oui, mais pas au niveau d'arriver à un point de supprimer M. Anquier. Là, non, je suis pas d'accord. Je m'excuse, mais là, je ne voulais pas en arriver à un point pareil. Et pourquoi vous l'avez arrosé d'essence à ce moment-là, alors qu'il était encore vivant? Tout au plus, vous seriez allé devant un tribunal correctionnel, vous auriez été condamné à une peine de sursis. Je sais, c'est vrai, mais il m'aurait mis un coup de poing, mais on serait arrêté là. C'est tout. C'est la faute de Serge Anquier s'il a été carbonisé dans la voiture? Je dis, s'il m'avait mis un coup de poing, on n'en serait pas arrivé là. Vous venez de lui mettre un coup de silex? Non, avant de mettre le coup de silex. C'était à Serge Anquier de vous arrêter, c'était pas à vous de vous arrêter, monsieur Casier? Et moi, je voulais demander des explications, savoir si c'était avec ma femme, c'est ce que j'ai toujours dit. Mais moi, jamais répondu, tout le monde me mentait de toute façon. Donc, Monsieur Casier, vous êtes depuis une demi-heure en train d'attendre votre rival. Et quand on attend quelqu'un qu'on n'aime pas, je vous le concède, monsieur Casier. Quand il sort, c'est un grand moment. Vous avez dit aux gendarmes, en garde à vue, c'est le feuillet 19 de la garde à vue de la Côte des 244, il est monté dans sa voiture et vous êtes allé vers la voiture. Parce que là,
feuillet 14. Eh ben, moi j'ai un feuillet 19 pour l'instant quand il dit aux gendarmes « je vais vous dire la vérité ». Ben, feuillet 14, il parle du premier épisode. A contrario, ça veut dire qu'avant, il l'a pas dit. S'il dit « je vais bien vous… » sûr que si. Feuillet 14. Eh ben, on va le reprendre, le feuillet 14. Et pourquoi il y a le feuillet 19 quand on lui pose la question de la sortie? On lui pose la question… Ben, reprenez le feuillet 14. Eh ben, pour l'instant, je suis au feuillet 19. Vous verrez bien, vous êtes en train de dire que c'est sa première version. C'est pas ça? Monsieur le Président. Vous pourrez, quand ce sera votre tour, Maître Combe, faire part de ce qui avait été dit feuillet 14. Faut pas dire de contre-vérité, le dit avant. Attendez, Maître Combe, il a raison, je vais commencer par le feuillet 14 et on va venir au feuillet 19. C'est vrai, c'est logique, c'est cohérent. C'est cohérent comme les agissements de votre client d'ailleurs. Oh là là. Feuillet La 14. cohérence. Feuillet 14. Feuillet 14. La cohérence, Maître Combe, c'est qu'il y a un mort. Hein. Ouais. Bon. S'il y avait des cohérences, il n'y aurait pas de cour d'assises. Cohérence, feuillet 14, dernier paragraphe. Serge est ressorti de sa voiture, mais il est venu se positionner devant un sapin pour pisser. Ça, c'est votre déclaration, monsieur Casier, du feuillet 14. Pourquoi est-ce que vous dites aux enquêteurs au feuillet 19 « je vais vous dire la vérité » et vous allez donner une version un peu différente. Vous n'allez plus parler de Serge qui va pisser, vous allez dire Serge est sorti de chez ses parents. C'est là que je lui ai mis un coup et il est tombé par terre. Je l'ai frappé avec un silex que j'ai ramassé dans un massif. Monsieur Casier, c'est vous qui l'avez dit et vous dites 5 lignes avant, c'est-à-dire à peine une minute avant, vous dites à l'enquêteur « je vais vous dire la vérité ». Monsieur Casier, le silex, il est ramassé après les coups de poing. Des coups de poing, est-ce qu'il y en a eu? Est-ce que le silex, il n'est pas ramassé justement au moment où Serge Anquier va s'asseoir dans sa voiture et il vous démarre? Puis là, vous arrivez avec le caillou, puis vous le sortez et vous dites « je lui ai mis un coup de silex, il est tombé par terre ». Est-ce qu'on doit vous croire à la page 14 quand vous parlez qu'il va pisser, ou est-ce qu'on doit vous croire à la page 19 quand vous dites « je vais vous dire la vérité » ? Je peux dire quelque chose? Mais bien sûr, j'attends. Attendez, quand j'ai été arrêté le 22 novembre, ça faisait 3 mois que c'était arrivé. Donc forcément, il y avait quand même de l'embrouille. Vous avez pété les plombs, on a compris. Mais dites-le. Essayez pas de nous expliquer que le bidon, finalement, c'était éventuellement pour faire peur. Le plus bête ici, il n'a pas peur d'un bidon. Non, mais je n'ose pas non plus... Mais si osez. J'ai pété les plombs, c'est vrai que j'étais plus le même homme. Mais c'est la jalousie du cœur qui m'a emporté, c'est pas... Vous avez de la peine. Alors vous avez dit qu'ils allaient prendre votre vie, vous avez pris la sienne, mais ce Casier, dites-leur, elles peuvent le comprendre. Ça fait près de 4 ans qu'elles attendent de comprendre. Ben oui, je sais bien, mais bon... Je n'ai pas d'autres questions en l'état, Monsieur le Président. Maître Combe, des questions? Une ou deux, Monsieur le Président, si vous me permettez. Monsieur Casier, vous attendez pendant une demi-heure à cet endroit-là. Le véhicule de Monsieur Anquier, il est à votre portée. Oui. Vous êtes garagiste mécanicien. Démonter, remonter les organes des véhicules, c'est votre métier. Vous auriez pu faire quelque chose dessus ou pas? Oui, j'aurais pu, mais en tant que mécano, j'aurais peut-être coupé le tuyau de frein ou un truc comme ça, c'est ça que je veux dire. Mais j'en ai pas... Non, c'était pas mon sens, je veux dire, c'était pas... Et là, est-ce qu'il y avait plus de chances qu'on puisse croire à un accident qu'en déposant la voiture dans le talus, comme vous l'avez fait un peu plus tard? Depuis tout à l'heure, vous nous dites que vous vouliez avoir une explication avec Monsieur Anquier et qu'en fait, le but de cette explication, c'était de savoir si Monsieur Anquier s'entendait avec votre femme. Vous aviez des soupçons? Bah oui, déjà depuis longtemps. Oui. De quoi vous aviez peur? De perdre ma femme. De perdre Maryse? C'est ce sentiment, cette peur, qui vous a fait bouillir pendant plusieurs mois? Non, pas plusieurs mois, mais c'était... Comment dire, ça devenait plus intense fin juin et tout le mois de juillet. C'est là que ça... Et pourquoi? Ma femme n'était plus la même envers moi, je veux dire. Je voyais bien qu'il y avait quelque chose, mais j'arrivais pas à savoir vraiment. Donc ce qui finalement vous a mis mal dans votre peau,
C'est le fait de voir votre femme s'éloigner de vous? C'est le fait peut-être qu'elle change de comportement? Oui, puisque déjà on est arrivé à un point qu'on ne couchait plus ensemble. Et de perdre votre femme, c'est une chose, c'est sûr que c'est pas très agréable, je suppose. Mais est-ce que c'était la seule incidence? Ça aurait été une séparation. Dur pour les enfants. J'ai plus de questions, Monsieur le Président. Bien, vous pouvez vous asseoir, Monsieur Casier. L'audience est suspendue, elle reprendra d'ici 20 minutes. Il comprend pas, il a pas voulu, il a pas... Mais moi, c'est ça qui m'énerve. Et puis, il a pas réagi. Il aurait fait quoi? Pour une simple poubelle, tu te fous de ma gueule? Oui. Il aurait pris une maison. Il bafouille. Il a plusieurs versions. Ouais, il y a plusieurs versions. Il sait plus, il s'excuse. Il est toujours en train de s'excuser, comme si qu'on allait s'apitoyer sur son sort. Non, la colère, non, elle restera des années. Ça s'oublie pas. On pardonne pas comme ça à quelqu'un. Non, c'est impardonnable. Il est dans une émotion qui aujourd'hui le submerge. Il ne comprend plus les questions qu'on lui pose. Il ne sait pas y répondre et pour cause, puisqu'il n'a pas appréhendé la question. Il est aussi assailli de questions. Je crois qu'il faut se mettre à sa place. Jean-Léon Casier, tout d'un coup, il se retrouve avec des personnes qui manient le verbe, avec des personnes qui prennent un problème dans un sens, puis qui vont le retourner pour lui poser en définitive la même question. Aujourd'hui, il est en train d'assister à une pièce qui se tient et finalement de se rendre compte qu'il n'est plus acteur. La mère et la femme de l'accusé viennent d'arriver au palais. Elles sont isolées dans une salle. Tant qu'elles n'auront pas témoigné, elles ne pourront rien voir ni entendre de ce qui se passe à l'audience. Cet après-midi, le témoignage de Maryse est très attendu. Tout le monde a envie de savoir quelle était la véritable nature de sa relation avec la victime. Il y en a du monde cet après-midi. Je ne suis pas énervé ce matin. Je l'ai tenu. Ce matin, je l'ai tenu. En fin de matinée, je l'avais à ma main. J'aurais pu. Mais c'était trop tôt. Vous allez comprendre cet après-midi ce qui s'est passé et la faute de qui. C'est qu'on arrive crever cet après-midi, l'abcès, qu'elle dise ouvertement oui, j'ai organisé le repas, oui, je l'ai envoyé chercher le gâteau, mais j'avais envie de rester avec eux ce midi-là parce que c'est-à-dire que j'étais là, etc. Et là, vous aurez autant d'antipathie pour elle que pour eux. De toute manière, on a autant. Oui, non, mais. Oui. Alors, elle va nous dire qu'elle est rembrassée dans la chaufferie, comme si rien ne passait. Bon, ça, c'est ce qu'elle dit. Parce que, à mon avis, elle essaie aussi de se couvrir maintenant. Je crois qu'elle s'est fait beaucoup de sous. Monsieur l'huissier, je vous demande de bien vouloir aller nous chercher, s'il vous plaît, Madame Caron-Janine. Janine n'est pas venue seule. Son autre fils Jean-Robert assiste au procès pour soutenir son frère dans le box des accusés. Vous êtes la maman de l'accusé. Oui. Je vous donne la parole pour que vous puissiez nous parler de votre fils. Quand il était jeune, il faisait des petites bêtises comme tous les gosses. Mais c'était des gosses calmes qui respectaient la famille, quoi, si je puis dire. D'accord, madame. Monsieur l'avocat général. Madame, vous la connaissez bien, votre belle-fille? Apparemment, oui, autant qu'on peut connaître les Est-ce que vous aviez remarqué, avant les faits, quelques mois avant, des difficultés au sein du couple? Non. J'ai toujours dit et déclaré aux gendarmes que de toute manière, moi, j'avais pour principe de ne pas m'occuper de leur couple, de leur ménage. Il y avait la vie commune pour la cuisine, à manger, on mangeait ensemble et tout, on faisait la cuisine. Mais quand chacun rentrait dans sa chambre,
On a toujours eu pour habitude de respecter l'intimité de chacun, si je puis dire. Vous n'avez pas remarqué non plus que votre fils était plus soucieux? Soucieux, on est toujours soucieux quand on est dans le commerce, monsieur. La défense a-t-elle des questions là? Oui, merci, Monsieur le Président. Madame Caron, lorsque vous allez le voir, il vous est arrivé de discuter avec lui de l'affaire? Ah oui, de discuter de l'affaire, moi je lui ai dit mon point de vue, parce que moi je réprouve l'acte qui s'est passé. Je peux pas, je pourrais presque dire que je peux pas le comprendre. Il faut que ce soit quelqu'un qui est, je sais pas moi, je comprends pas. Alors de toute façon, je l'ai dit à tout le monde, je ne peux pas admettre. Il ne voulait pas tuer un chaton qui venait de naître d'une chatte, et puis on venait me dire qu'il avait tué quelqu'un. Alors ça, c'est impensable. Est-ce que lui a eu l'occasion de vous donner quelques explications ou de parler un petit peu, de se confier à vous? Discuter comment qu'il en était arrivé là. Il m'a dit parce qu'il sentait qu'il avait peur que sa femme s'en aille, que c'était la destruction de sa famille. Et alors, ça, lui, c'était sa femme, il adore sa femme, qu'est-ce que vous voulez, ça? Ce sont des sentiments, il ne m'a pas demandé son avis, c'était sa femme, c'est normal qu'il aime sa femme. Merci, madame. Je vous en prie. Monsieur le Président. Y a-t-il d'autres questions aux témoins? Non? Pas d'objection à ce que nous puissions libérer le témoin? Madame, la Cour vous remercie. Vous êtes libre soit de partir ou de rester, de demeurer dans la salle d'audience maintenant. J'attends mon chauffeur. Comme vous le souhaitez, madame. Bien, monsieur l'huissier, veuillez aller chercher, je vous prie, madame Maryse Casier. Casier. Ça va être intéressant. Vous êtes l'épouse de l'accusé, monsieur Casier. Oui. Hein, et en votre qualité d'épouse de l'accusé, la Cour vous entend à titre de renseignement sans prestation de serment. Vous avez la parole, madame. Tout ce que je souhaite, c'est que mon mari ne s'en prenne pas pour beaucoup. Enfin, je sais bien que c'est une affaire très grave. Vous savez, mon mari, je l'aime et puis il me manque beaucoup, ainsi qu'aux enfants. Vous savez que c'est dur, très dur. Très dur pour moi. Puis les enfants. Ça va? Vous n'avez pas besoin qu'on vous apporte une chaise, madame? Non, ça va aller. Vous êtes sûre? C'est plus dur pour elle que pour nous. Madame Casier, est-ce que vous pouvez simplement nous expliquer un petit peu les circonstances dans lesquelles vous avez rencontré votre mari, hein, pour qu'on comprenne un petit peu ce que vous avez vécu ensemble pendant tant d'années? Quand on s'est... Je sais pas si j'y arriverai. Quand j'ai connu Jean-Léon, il m'a pris dans... Pour moi, si vous voulez, c'était mon protecteur, il me protégeait de tout ce qu'il pouvait y avoir à côté de moi. Enfin, tout. Il est gentil, serviable, sociable, aimant ses enfants, m'aimant profondément. On ne se disputait jamais, rien. On était toujours d'accord vis-à-vis pour les enfants, pour n'importe quoi. On s'entendait très bien ensemble. Apparemment, auditionné par les gendarmes, vous dites mon ménage n'allait pas très fort. J'avoue qu'avec Léon, on a eu un moment dur. On se voyait rarement à cause du boulot. On a eu des moments où on a eu des passages difficiles. Ma question, c'est de savoir, est-ce qu'il y avait, selon vous, des problèmes relationnels avec votre mari? Il nous a dit que vous faisiez chambre à part. Oui, c'est vrai, mais c'est pas parce que je faisais chambre à part que j'avais couché ailleurs. Je restais... Je ne dis pas ça, madame. Par contre, quand on dit qu'on fait chambre à part, ça laisse plutôt sous-entendre qu'en dehors du fait qu'on n'a plus une relation sexuelle, en plus,
on n'a plus envie de partager grand-chose. C'est vrai qu'avec mon mari, je l'envoyais promener. Et c'est vrai qu'il se rapprochait. Moi, je l'envoyais promener. On allait à la plage, je l'envoyais promener. C'est vrai que je ne voyais plus que par la famille entière. Ça, c'est vrai. Mais c'est pas pour ça que je l'aimais pas. Mais est-ce qu'à un moment quelconque, madame, vous avez vous avez été, vous, attiré par M. Sergenquier, ou est-ce que vous avez une attitude qu'aurait pu laisser penser à M. Sergenquier ou à certains de ses proches que vous étiez attiré par lui? Madame, on est devant une cour d'assises et compte tenu de la nature des enjeux, je crois qu'il faut parfois, même si c'est difficile, mettre un petit peu la pudeur de côté. Non, mon mari, c'est... Comprenons-nous bien, madame, on ne vous juge pas et c'est pas en termes de reproches, vous comprenez? Une fois, je suis arrivée comme ça pour travailler le soir et je m'en allais pour aller chercher du fioul pour les parents, pour mettre dans le poêle. Et vous aviez le fils qui était dans le bâtiment, mais dans les toilettes qu'il y a dans le fond. Et moi, j'arrivais. Et d'un seul coup, il vient, il me dit « pose le bidon ». Alors, j'ai posé le bidon et il m'a attrapé là comme ça et il m'a embrassé. Je lui ai dit qu'il me lâche. Alors, il m'a lâché et puis il est reparti chez lui et moi, j'ai rempli le bidon. Et après, il y a eu une autre fois aussi où il m'a emmené, comment dire, dans la chambre aussi de ses parents. Et puis, c'est pareil, il m'a fait asseoir sur le lit. Et là, il était prêt à passer la main et tout. Alors là, j'ai dit non, ça suffit. Je me suis pas laissé faire. Il y a plein de choses comme ça. Vous étiez racontant pas la première fois où le Sergenquier vous embrassait. Non, mais bon, voilà, cette fois, je voulais savoir si ça correspond à ce que vous avez dit. Parce que vous avez parlé d'une fois aux gendarmes, lorsque vous êtes entendu pour les parties, c'est la code D25. Et vous dites on s'est embrassé, donc là vous dites pas qu'on vous a embrassé, vous dites on s'est embrassé, oui, donc non, parce que là la manière dont vous le racontez, on a l'impression qu'il vous avait contraint à l'embrasser ou qu'il avait essayé de se montrer entreprenant, vous a imposant des caresses, et à l'époque, c'est pour bien comprendre, hein, vous avez dit on s'est embrassé, on a parlé un petit peu de choses, je lui ai dit que je l'aimais bien, il était gentil, on n'a pas été plus loin, je n'aurais pas voulu aller plus loin. Notre baiser s'est fait, je ne l'ai pas repoussé, on n'a rien fait d'autre. Je lui ai dit je rentre, je m'en vais. Il ne m'a pas demandé d'avoir des rapports sexuels. On s'est caressé sans plus. Donc, si vous voulez, dans ce cadre-là, il semble qu'il y ait ce qu'on peut qualifier de flirt, mais d'un flirt qui, quand vous le racontez en tout cas aux gendarmes, était mutuel. Oui, mais écoutez, comme j'ai été arrêtée aussi... tout s'est écroulé dessus moi. Franchement, je vous avoue, je ne sais plus ce que j'avais dit. Mais bon, de toute manière, il faut quand même comprendre aussi que M. Sergenquier me racontait tout ce qui se passait chez lui, hein, que ça n'allait pas avec sa femme, ses enfants. Enfin, je savais tout. Hein. D'accord. Bon. Enfin, apparemment, il se confiait à vous de choses qui ne sont pas ressorties, notamment dans le cadre de l'enquête de personnalité. On a entendu l'enquêtrice l'autre jour, mais bon. Maître Crépin. Oui. Madame Casier, vous avez dit depuis le mois d'août 2004, Jean-Léon est plus gentil avec moi, il redort avec moi, Jean-Léon ne vient plus m'importuner. M'importuner, dites-vous. Non, je n'ai pas pu dire ça. Sur les lieux de mon travail. C'est pas possible. Bon. Écoutez, madame, je vais vous dire très simplement. Où le gendarme qui vous a interrogé a fait un faux et c'est un gendarme félon, et il faut en tirer toutes les conséquences à son égard, parce que vous dites cette phrase importante, depuis août 2004, on sait ce qui s'est passé dans la nuit du 13 août, Jean-Léon est plus gentil avec moi, il redort avec moi. Et vous vous étonnez d'ailleurs parce que le gendarme derrière vous dit, tout cela ne vous semble pas bizarre?
Ah, j'ai demandé à Jean-Léon s'il n'avait pas un rapport avec la mort de Serge Anquier. Il m'a répondu « Comment veux-tu que je fasse un truc pareil ? Faut être plusieurs pour faire cela. En plus, faire cela sur une route nationale, alors qu'il y a de la circulation. » Mais, madame, moi, mon sentiment, en lisant vos déclarations, c'est que votre mari, une fois qu'il a donné la mort à Serge Anquier, pour rester très modéré et très soft dans mon propos, eh bien, votre mari retrouve une certaine sérénité dans son couple. Le rival carbonisé, Jean-Léon redort avec vous. Jean-Léon est gentil. Jean-Léon ne s'inquiète plus, madame. C'est ce que vous dites au service de gendarmerie. Est-ce qu'après la mort de Serge Anquier, les relations entre votre mari et vous-même ont été plus sereines? Après, oui, on est reparti. Mon mari est venu avec moi et puis... Mais le laps de temps, madame, quand vous dites depuis le mois d'août 2004, je comprends que ce soit difficile, mais c'est difficile pour elle. Je sais, je suis d'accord avec vous que c'est... C'est douloureux de le voir dans le box, mais elles ne le reverront plus jamais que sur une photo et sur un marbre. Monsieur Casier, ça a été mieux une fois qu'il est mort? Ne dites pas ça. Je vous pose une question. Ne dites pas ça. J'ai pas d'autres questions, Monsieur le Président. L'avocat général. Oui. Vous nous avez dit tout à l'heure que votre relation allait plutôt bien. Et pourtant, vous aviez déclaré, je tiens à vous dire qu'au moins 15 jours avant la disparition de Serge, donc c'est-à-dire peut-être fin juillet, début août, j'ai dit à mon mari que j'attendais que les enfants grandissent et qu'après je le quitterais. Je ne pensais pas, je ne l'aurais pas fait de toute façon. Vous vous rappelez de ça? Quand je lui ai dit ça pour... c'est vrai que j'aurais pas dû lui dire ça. Mais bon, j'allais pas m'en aller, je serais restée avec mon mari. Vous êtes d'accord, madame, entre la présentation que vous avez faite tout à l'heure, dire que tout allait bien, et puis ces déclarations, même si vous n'aviez pas l'intention d'aller jusqu'au bout, vous avez déclaré à votre mari que vous avez l'intention de quitter, il y a quand même un pas important. Vous êtes d'accord avec moi? Mais je ne l'aurais pas quitté, mon mari. Parce que je l'aime trop. Je l'aime trop, c'est tout. Mais vous reconnaissez que vous lui avez bien dit ça? Mais je lui avais dit ça, mais comme ça, en colère. En colère. Je n'ai pas d'autres questions. Maître Combe. Oui, Monsieur le Président. Madame Casier, vous avez dit aux gendarmes, et vous allez me confirmer ou infirmer, me dire si vous avez bien dit ça ou si vous ne l'avez pas dit. Je me suis mise à me rapprocher de lui. Vous parlez de Serge Anquier. J'ai été charmé par sa gentillesse, il parlait bien. Il a commencé à se confier à moi, il m'a dit que sa femme et ses enfants, etc., etc. J'étais plus moi. J'étais plus moi. Mais, vous pouvez le dire, madame, vous étiez tombée sous le charme de monsieur Anquier. Oui. Est-ce que vous croyez que votre mari, c'était simplement le fait de savoir qu'il était peut-être cocu qui lui posait un problème? Madame, est-ce que vous ne pensez pas que votre mari, lorsqu'il vous a senti un peu vous éloigner, il s'est aussi mis dans l'esprit que c'était l'explosion de son couple et incidemment de sa famille? J'ai plus d'autres questions, Monsieur le Président. Merci, Madame. Bien. Donc, ce que je propose, c'est de suspendre l'audience qui reprendra demain matin à 9h. Changé tout le temps de conversation. C'était papa qui a fait ci, après ça fait ça, après ils se sont embrassés tous les deux, après... Il y avait toujours des bonnes conversations, mais pas au point de dire, de l'embrasser, de vouloir la toucher, ça m'étonnerait. Hein. Non. Elle est comme son mari, là, elle essaye d'amadouer les jurys.
Ouais, c'est la pauvre petite martyre qui arrive, toute tremblante. De dire, n'y donnez pas une grosse peine, j'ai bien de lui. Ouais, bah nous, on n'en a plus, faudrait peut-être qu'elle y pense aussi. Elle peut le voir au parloir, pas nous. Ça va? Ça y est? T'as récupéré un peu? C'est pas facile, hein? C'est dur. Oui, c'est dur. J'ai voulu faire mon possible. Je me suis fait ridiculiser. Mais vous êtes fait ridiculiser. Attendez, on n'est pas là pour savoir si le caractère est ridicule ou pas. On est ici pour essayer de comprendre. Voilà. Ridiculiser, je sais pas, c'est vous qui l'appréhendez de cette manière. Moi, je l'ai pas vu comme ça. Je l'ai pas vu comme ça. Demain, ce sont les experts psychologues et psychiatres qui viennent voir, qui viennent parler de Jean-Léon. Et puis ensuite, on aura pratiquement terminé. Après, ce sera les plaidoiries. Après, ce sera les plaidoiries. Dans l'ordre prévu par la loi. L'audience est reprise, vous pouvez vous asseoir. Troisième et dernier jour du procès. Le jury rendra son verdict à la fin de la journée. Pour l'heure, c'est le psychiatre qui est à la barre. Son expertise de l'accusé peut être déterminante pour les jurés. Jean-Léon avait-il, oui ou non, conscience de ce qu'il faisait lorsqu'il est passé à l'acte? Bien, docteur Marek, avec votre confrère, le docteur Archambault, vous avez effectué l'examen psychiatrique de M. Jean-Léon Casier. Je vous laisse relater votre expertise. Il n'y a rien chez lui qui peut nous permettre de dire c'est quelqu'un qui présente une pathologie mentale. On ne comprend pas comment cet homme, qui n'a aucune pathologie, qui n'a rien, puis tout d'un coup devient un meurtrier et se retrouve aux assises. Alors il convient de s'interroger si derrière la façade qu'il nous présente, toute banale de Monsieur Tout-le-Monde, cet homme n'était pas animé d'une jalousie morbide qui a sous-tendu l'acte qu'il a commis. En ce qui concerne ces drames passionnels, parce que c'est un drame passionnel pour ma part, De Greffe disait, c'est un grand criminologue, disait c'est le crime de l'honnête homme. Parce que il est incompréhensible. Quand on analyse les faits, on s'aperçoit que ce n'est pas un crime froid, mûrement réfléchi, mais un crime à chaud, survenant lors d'un orage passionnel, non favorisé par l'éthylisme, mais ici peut-être par une certaine fatigue, un survenage et des soucis professionnels et familiaux. Voilà ce que je voulais résumer concernant ma déposition, Monsieur le Président. Maître Crépin. Vous avez indiqué, Monsieur l'expert, il était parfaitement conscient de ce qu'il faisait. Oui, tout à fait qu'il était conscient. Il le savait bien, puisqu'il a pu nous reproduire les faits de façon tout à fait consciente. Il n'était pas dans un état second. Pendant quelques secondes, il y a eu un obscurcissement, une sorte d'aveuglement et de folie meurtrière. Je vous remercie, Monsieur l'expert. Maître Comte. Docteur, l'orage dont vous nous avez parlé, est-ce qu'il y a une part peut-être de réflexion, de choses qui vont se construire les unes après les autres, ou un déferlement qui va emporter tout sur son passage? Non, c'est véritablement un déferlement, quelque chose qui est arrivé comme un cataclysme. À son échelle, c'est un tsunami. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur l'expert. Merci, Monsieur le Président. Est-ce que les parties sont d'accord pour considérer l'instruction close? Pas de difficulté? C'est le moment des plaidoiries, un grand oral où chaque avocat expose tour à tour ses conclusions devant la cour. Un duel d'orateurs décisif, il arrive que de belles plaidoiries parviennent à retourner un jury jusque-là convaincu et à faire basculer l'issue du procès. Bien, la parole est à Maître Crépin pour les parties civiles. La partie civile, elle a deux questions à se poser. Pourquoi et comment
Pourquoi un homme sans histoire comme Serge Anquier n'est jamais rentré chez lui cette nuit du 13 août? Et comment est-il mort? Vous avez bien compris que le débat était autour de la préméditation, de savoir si on va aller droit au but. Je n'ai pas l'habitude de tourner autour du pot. Je ne pourrai pas, à vous quatre que je regarde, donner de réponse qui soit cohérente. Votre papa, les filles, a été supprimé parce qu'à un moment donné, un homme a monté son crime comme on monte et comme on démonte un moteur. Il a frappé sur un homme qui avait bu, d'abord frappé à coups de poing, et puis comme c'était pas terminé, il est allé chercher le silex, il lui en a mis un coup sur la tête. Je vais vous dire qu'à la limite, s'il a donné des coups de poing avant, c'est pire que s'il a pris le silex tout de suite pour l'assommer. C'est que dans un premier temps, la trempe, elle lui a pas suffi. Si sa déclaration de la page 14, c'est la vérité, à savoir qu'il a d'abord donné des coups et après qu'il a donné un coup de silex, c'est pire, c'est bien pire. Parce que quoi? Vous aviez gagné, vous lui en aviez collé deux bourre-pif. Ça suffisait, votre honneur était lavé. Mais non, cet homme est tombé dans un guet-apens à la sortie de chez ses parents, ni plus ni moins. On le charge dans la voiture, on prend bien soin d'aller chercher le bidon. On va prendre le bidon. Et puis qu'est-ce qu'il fait? On est sur la route nationale. Oui, il a paniqué à ce moment-là parce que Serge Anquier n'est pas mort. Et comme il gémit, parce que c'est lui qui l'a dit, gémissez dans la voiture. Là, il panique. Mais qu'est-ce qu'il a dit en garde à vue? J'ai voulu simuler l'accident. Là, il le dit en garde à vue, simuler l'accident. Simuler un accident, il faut le réfléchir un petit peu. Serge Anquier, il a essayé. D'abord, il a gémi, puis il a essayé de sortir. Et puis, on verse l'essence dans la vitre. Il est là au milieu, il n'a plus la possibilité de sortir. Sa seule chance, c'était tout à l'heure, lorsque la porte était ouverte, les quelques secondes qui précédaient, mais il l'a refermée. Un grand coup de pied dans la porte. Il l'a arrosé d'essence. Il l'a allumé avec le briquet. Et vous avez filé. Vous avez retrouvé la chaleur du lit conjugal. Pendant que Serge Anquier trouvait la douleur de celle de l'incendie et de son corps. On a sacrifié Serge Anquier sur l'autel de la paix familiale retrouvée, madame. Et j'ai bien entendu vos proches et les vôtres dire que votre détention était douloureuse. J'ai bien entendu vos proches dire que les enfants sans le père, c'était difficile. Mais qui s'est posé la question, bon sang, de savoir si c'était facile pour cette femme et de savoir si c'était facile pour ces 3 jeunes filles? Et ce qui est terrible, c'est que votre mari et votre papa, il s'est posé la question avant de mourir. Il s'est interrogé, il a eu le temps de s'interroger. Non seulement il s'est vu mourir au moment où lui a allumé, mais quand il pousse la porte avec son pied et lui dit pourquoi? Pourquoi? Et vous savez ce qu'il va lui répondre? Il lui a dit tais-toi. Il a allumé et Serge s'est tu à jamais. C'est ce qu'a choisi et ce qu'ont choisi Madame Anquier et ses 3 enfants, drapés dans leur douleur. Elles se taisent et je me tais avec elles. Merci. Bien, la parole est à Monsieur l'avocat général pour ces réquisitions. Vous aurez 2 questions. C'est de la procédure, mais ces 2 questions sont importantes. Première question. Est-ce que Jean-Léon Cazier a donné volontairement la mort à Serge Anquier? Dans l'affirmative, y a-t-il eu préméditation? Sur la première question, y a-t-il eu homicide? Il n'y a pas de difficulté. J'en arrive à la deuxième question, la préméditation. La loi nous donne une définition de la préméditation. La préméditation, la loi nous dit c'est le dessein formé avant l'action. En réalité, c'est le projet avant l'action. Le projet, c'est de savoir si on a calculé ou pas. Or, là, d'évidence, M. Cazier a non seulement calculé, mais il a fait preuve d'un self-control, si vous me permettez, d'une détermination, et de surcroît, il a joué avec la simulation. Je requiers en conséquence une peine de 25 ans de réclusion criminelle. La peine de réclusion criminelle en matière d'assassinat est assortie d'une peine de sûreté automatique. Sur cette question de la période de sûreté, compte tenu de l'absence de risque grave de réitération des faits, il conviendrait de la réduire à une durée de 8 ans, car nous avons tous compris que c'est dans un contexte particulier que les faits ont été commis.
La peine de sûreté est une période pendant laquelle le condamné ne peut prétendre à aucune libération conditionnelle. L'avocat général vient de réclamer que Jean-Léon Cazier ne puisse sortir de prison avant au moins 8 ans. Non, il fait une demande. C'est qu'une demande. Hein. Non, il prend pas 8 ans. Oh non, il prend 8 ans, ben. À ce moment-là, moi, je suis de quelqu'un de là, je prends 10 ans, je suis ressortie. Faut arrêter, là. Bien, la parole est à la défense de Monsieur Cazier. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs de la Cour et du jury, vous demeurez avec une lourde charge sur les épaules. Infligez à Jean-Léon Cazier la peine qu'il mérite. C'est difficile parce que cet homme a commis un acte horrible. Mais c'est difficile aussi parce que cet homme n'est pas le monstre. Le monstre froid, calculateur, manipulateur, échafaudant un plan depuis des semaines, des mois, pour éliminer Serge Anquier. Remémorez-vous, il y a quelques heures, expert psychiatre, drame passionnel, crime de l'honnête homme, pas un crime froid, pas un crime réfléchi. Un orage passionnel. Et mieux encore, souvenez-vous, ce mot qui, à mon sens, résonne encore dans cette salle. Un tsunami. Un tsunami. C'est pas rien. La puissance dévastatrice, le fait que sur son chemin, tout est emporté, plus rien ne résiste. Des éléments qui emportent tout sur leur passage et qui, je crois, font perdre la tête. Je n'étais plus le même homme. C'était pas moi. Voilà des phrases récurrentes de Jean-Léon Cazier. Alors, de grâce, qu'on dise que cet homme a commis un meurtre, c'est une certitude. Qu'on dise qu'il a commis un assassinat, de grâce. Moi, je crois que un homme qui serait parti avec cette volonté de tuer, il aurait pris au moins le soin de se munir d'une arme. Le soin de fignoler son plan. Et non de partir à l'aventure en se disant « Oh, je connais la configuration des lieux, peut-être que là-bas je trouverai un caillou ou un silex qui sera de bonne taille, ou en tout cas qui me permettra d'asséner un coup sur la tête de M. Anquier, puis ensuite de le mettre dans sa voiture, puis enfin, avec mon fameux bidon, celui que je traîne depuis le début, d'y mettre le feu pour tout faire disparaître. » Vous apprécierez là encore, mais je crois qu'il n'y a pas de logique, et qu'il n'y a surtout rien qui nous permette aujourd'hui de partir sur cette piste. Je vous demanderai bien évidemment de répondre non à la question de la préméditation qui vous est posée. Vous savez, il y a une expression familière qui dit souvent qu'est-ce qu'il y a de plus beau que l'amour. C'est une question souvent posée. Je crois que c'est aujourd'hui une question qui demeurera énigmatique, mais également dramatique. Monsieur Cazier, levez-vous. Avez-vous quelque chose à ajouter pour votre défense, monsieur? Je regrette d'en arriver là. J'arrive plus à... Vous pouvez vous asseoir si vous le souhaitez. L'audience est suspendue. Les 12 membres du jury se retirent dans la chambre des délibérations. Ils ne pourront en sortir qu'après avoir pris leur décision. Chacun d'entre eux va voter à bulletin secret pour trancher la question de la préméditation et déterminer une peine. Ils ont le choix de suivre, d'augmenter ou bien de diminuer la peine de 25 ans de prison requise par l'avocat général. S'ils estiment que Jean-Léon Cazier a prémédité son geste, ils peuvent le condamner à la prison à perpétuité.
Pendant que son avenir se joue derrière cette porte, dans la chambre des délibérations, Jean-Léon Cazier, lui, tente de tromper son angoisse avec son avocat. On a beau dire, on apprend sur le temps, mais pas... Par exemple, pas de caler des moteurs. C'est bien d'être inventé une clé, mais ça tombe pas comme ça, un moteur. Non, mais je veux dire, c'est... Bon, maintenant, c'est beaucoup les courants de distribution, donc ça, c'est... Faire attention, parce que ça casse bien. Les jurés viennent de terminer les délibérations. Il leur a fallu 1h30 pour décider du sort de Jean-Léon Cazier. On y va ? L'audience est reprise, vous pouvez vous asseoir. Le président va maintenant prononcer le verdict. Bien, voici les réponses aux questions posées et l'arrêt délibéré en commun. Question 1. L'accusé Jean-Léon Cazier est-il coupable d'avoir, dans la nuit du 13 au 14 août 2004, volontairement donné la mort à Serge Anquier? Oui, à la majorité de 8 voix au moins. Question 2. Le crime spécifié à la question numéro 1 a-t-il été commis avec préméditation? Oui, à la majorité de 8 voix au moins. Donc, vu les réponses aux questions posées, la Cour et le jury réunis après avoir délibéré et voté sans désemparer au scrutin secret conformément à la loi, condamne à la majorité absolue l'accusé Jean-Léon Cazier à la peine de 20 ans de réclusion criminelle. Monsieur Cazier, je vous informe que vous disposez d'un délai de 10 jours pour interjeter appel de cet arrêt pénal rendu contre vous. Passé ce délai, vous n'y seriez plus recevable. Donc l'audience est levée. Je déclare close cette session de la Cour d'assises du département de la Somme. En condamnant Jean-Léon Cazier à une peine de 20 ans de prison ferme, les jurés ont revu les réquisitions de l'avocat général à la baisse. En revanche, ils ont préféré fixer la période de sûreté à 10 ans au lieu des 8 années requises. Samuel Grévin va sortir quelques instants de son rôle de président de la Cour pour aller dire quelques mots à la famille du condamné. Notre camp va nous expliquer certainement qu'il y a des permises de peine, des possibilités de libération conditionnelle, etc. Il y a une chance d'obtenir d'ici 7-8 ans de libération conditionnelle. Donc je vous souhaite bon courage parce que c'est vrai que c'est pas terminé pour vous et puis au revoir. Chantal et ses filles, quant à elles, ne s'attardent pas au palais pour éviter de croiser le regard de la famille du condamné. Dommage qu'il n'ait pas eu à perpétuité, mais bon. Soulagé. Pas beaucoup de peine, mais soulagé que ce soit fini. 20 ans, c'est juste quand même. Hein. Ouais. On tue, on donne 20 ans, c'est bien. Mais bon, on est soulagé que ça soit fini. Moi, pour ma part, ce que j'avais surtout peur, c'est que le meurtre avec préméditation ne passe pas. On va reprendre notre train-train habituel. Voilà. Ouais. Rien ne ramènera Serge Anquier à la vie. Ce qui pouvait ramener aujourd'hui un peu de sérénité à Madame Anquier et à ses filles, eh bien je crois que c'était une décision judiciaire telle qu'elle a été prononcée.
Jean-Léon Cazier est un assassin. Elles le savent désormais, c'est bien établi, et nous savons également que Serge Anquier est mort pour rien. Aujourd'hui, je ne peux pas vous parler de défaite. 25 années requises, 20 ans revenus. N'oubliez pas que 5 années de réclusion criminelle de plus ou de moins, c'est pas rien. C'est pas rien dans la tête d'un homme, c'est pas rien dans sa vie. Après, ce qui se passe sous la robe, c'est autre chose. C'est autre chose. Ça peut effectivement laisser quelques regrets, ça peut laisser beaucoup de choses inachevées, mais ça, je les garderai pour moi. 20 ans quand même, c'est quand même... C'est peut-être mieux que la perpétuité, mais c'est encore autant d'années à attendre. On ne peut pas attendre à mieux avec ce qu'il avait eu, mais bon, je pensais quand même un peu moins. Bon, ben, ça a été autrement, et puis c'est tout. Jean-Léon Cazier ne fera pas appel de la décision de la cour d'assises. Il purge actuellement sa peine à la maison d'arrêt d'Amiens.